Qu'est-ce que l'humanitaire? Urgence, développement, assistance, crise, ONG. Le lexique qui se rattache au monde humanitaire est riche, complexe, et cela suscite de nombreuses confusions, surtout à l'égard du public. Mais l'humanitaire est bel et bien un univers technique et exigeant, qui répond à des principes fondamentaux, non seulement en raison des contextes d'intervention, mais aussi du fait de l'obligation de transparence et de redevabilité envers les donateurs, le public, mais aussi et surtout les personnes bénéficiant de cette assistance. Mais alors l'humanitaire, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien c'est beaucoup de choses. C'est à la fois un contexte, des principes, une multitude d'acteurs, et pour commencer, une histoire. L'histoire de l'assistance humanitaire. Tout a commencé en 1859 lors d'un voyage effectué par Henri Dunant. Alors qu'il souhaite rencontrer l'empereur Napoléon III, l'homme d'affaires suisse découvre sur son chemin des milliers de soldats blessés ou laissés pour morts. Et pour cause, la bataille de Solferino venait de s'y dérouler. Horrifié de voir qu'aucune assistance n'est portée à ces soldats agonisants, Henri Dunant prend l'initiative de mobiliser autant de villageois que possible afin de venir en aide aux blessés. Au passage, il insiste pour que ne soit faite aucune distinction entre soldats français, italiens et autrichiens. Sans le savoir, Henri Dunant venait de poser les bases de l'action humanitaire, c'est-à-dire une assistance réalisée de manière impartiale, sans discrimination, et dans le seul but d'apporter une aide aux personnes vulnérables. Mais l'action d'Henri Dunant ne s'est pas arrêtée là, puisque profondément traumatisé par cet événement, il consacrera de plus en plus de son temps à plaider pour un principe d'assistance neutre à tous les soldats n'étant plus en mesure de se battre. C'est ainsi qu'en 1863, il participera avec 4 autres personnes à la fondation du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, organisation qui est toujours aujourd'hui très activement présente dans les contextes humanitaires. Dès son origine donc, l'action humanitaire se résume à l'assistance et au secours dans les situations de conflits armés. D'autres organisations ont ainsi été créées dans le sillage des 2 guerres mondiales afin de porter assistance aux populations civiles, comme par exemple Save the Children, Oxfam ou CARE. C'est également à la sortie de la Seconde Guerre mondiale que le gouvernement suisse propose de repenser le droit de la guerre afin que la conduite des hostilités en période de conflit armé ne soit plus sans limite et d'améliorer le sort des soldats blessés. Cela aboutira en 1949 aux 4 conventions de Genève qui sont toujours en vigueur aujourd'hui et qui ont été complétées en 1977 par 2 protocoles consacrés à la protection des personnes civiles. Ces règles sont ce que l'on appelle plus communément le droit international humanitaire ou DIH. En 1971, alors que la guerre fait rage au Nigeria, dans la région du Biafra, une scission s'opère au sein du Comité international de la Croix-Rouge. Plusieurs médecins considèrent en effet que le modèle et le mandat prôné par le CICR ne permettaient pas d'apporter une aide véritablement effective aux victimes civiles, même lorsqu'un État se rend coupable de violation du DIH. Ils décident donc de fonder une autre organisation, Médecins sans frontières. Cette nouvelle organisation bousculera celle déjà existante en révolutionnant à sa manière l'action humanitaire. Pour les pères fondateurs de MSF, il convient en effet de s'affranchir du principe de confidentialité au profit d'une médiatisation des contextes opérationnels dans lesquels l'organisation se trouve. De plus, on assiste à une remise en question de la notion de souveraineté et des frontières revendiquées par les États lorsque le sort de leur population est en jeu. C'est ainsi que le courant sans frontiériste est né, et pour les tenants de cette pensée, l'ingérence humanitaire se justifie par l'obligation de porter assistance aux personnes en danger. Et c'est basé sur cette philosophie que d'autres organisations verront le jour, tels que Première Urgence en 1979 ou encore Médecins du Monde l'année suivante. Notons également que le monde humanitaire a observé une mutation progressive dans les années 1990 avec l'augmentation de la fréquence des catastrophes dites naturelles et du nombre de personnes affectées par celles-ci. Cela a contraint de plus en plus d'organisations humanitaires à ne plus seulement se borner aux victimes des conséquences des conflits armés, mais a également porté assistance aux victimes de catastrophes naturelles. Il convient également de mentionner le rôle croissant que les Nations Unies ont obtenu dans le monde de l'assistance humanitaire, en particulier depuis 1991 et la création d'OCHA. L'objectif de cette agence onusienne est de coordonner la réponse humanitaire des différentes organisations présentes sur chaque contexte d'intervention. Pour cela, elle utilise l'approche cluster, c'est-à-dire qu'elle classe les différents besoins répertoriés à partir de critères sectoriels, comme par exemple la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement, l'habitat ou encore la santé. De cette manière, les besoins des populations sont clairement identifiés et partagés afin de permettre aux organisations humanitaires de mieux y répondre. Les différents contextes et conceptions de l'humanitaire. Pour mieux comprendre l'humanitaire, il faut aussi savoir dans quel cadre ce phénomène se rattache. En effet, toute assistance envers un groupe de personnes vulnérables est mise en œuvre soit suite à une catastrophe naturelle, c'est le cas des tsunamis, des ouragans, des sécheresses ou encore lorsqu'un séisme se produit, soit en réponse à une catastrophe d'origine anthropique, c'est-à-dire qui est du fait de l'homme. Dans ce cas, on fait référence à la survenance d'une guerre, d'une pollution environnementale ou d'un accident industriel par exemple. Pour ces 2 premiers contextes, il est question d'urgence.
L'objectif principal est de sauver des vies, d'alléger les souffrances et d'assister les victimes de la catastrophe. Dans le jargon humanitaire très anglicisé, on parle notamment de life-saving activities. Il faut agir au plus vite afin que le taux de mortalité post-catastrophe soit réduit au maximum. C'est l'une des raisons pour lesquelles les projets humanitaires d'urgence sont élaborés pour être mis en œuvre sur une échelle de temps courte, voire sur le moyen terme. C'est-à-dire sur une échelle de temps de 3, 6 ou 12 mois renouvelables selon l'évolution de la crise. Mais l'action humanitaire peut aussi prendre place dans une optique de lutte contre la pauvreté. Dans ce cas, le champ d'action des projets est généralement plus large puisqu'il s'agit de se concentrer sur les causes qui empêchent le développement économique et social d'un groupe de population. Il peut par exemple s'agir d'un projet de formation technique agroécologique ou bien de la mise en place d'une formation professionnelle à destination des femmes pour développer leur autonomie. Ici donc pas de guerre ou de catastrophe naturelle puisque ces projets nécessitent un contexte stable. Et c'est pourquoi on parle davantage d'aide au développement. Et puis surtout, l'aide au développement s'inscrit dans un cadre temporel bien plus long que les projets d'urgence, puisqu'ils peuvent s'étendre sur 1 à 3 années. Mais résumer l'humanitaire à cette simple dichotomie serait réducteur, puisqu'entre les situations d'urgence et de développement, il y a ce que l'on appelle l'étape de réhabilitation. Il s'agit ici de la situation qui prévaut à la sortie d'une crise d'urgence sans pour autant que les conditions de vie générales aient retrouvé leur état d'avant la survenue de la crise. À ce stade, le but est donc de permettre aux populations concernées de retrouver le niveau de développement qui existait avant la crise. Il s'agit généralement d'activités de reconstruction, ou encore de réduction des risques par la mise en place de campagnes de sensibilisation et d'éducation sur la gestion des catastrophes. Mais là encore, ce n'est pas aussi simple, puisque la frontière entre urgence, réhabilitation et développement est de plus en plus floue, et ce pour une bonne raison, la complexification des crises. En effet, on assiste depuis plusieurs années à une coexistence des besoins et des crises de court et long terme. Pour la faire simple, de plus en plus de zones et de régions touchées par des crises d'origine anthropique, les conflits armés par exemple, se voient également être affectées par des catastrophes d'origine naturelle, comme une sécheresse ou une invasion d'insectes ravageurs. Par conséquent, de plus en plus de projets humanitaires d'urgence sont élaborés en intégrant des outils d'aide au développement, mais avec toujours un seul et même but, alléger les souffrances des populations, sauver des vies tout en cherchant à rétablir leur dignité. Les principes de l'action humanitaire. J'en parlais en introduction, le domaine humanitaire est parsemé de principes et d'un véritable code éthique réglementant sa mise en œuvre. Et des principes, il y en a beaucoup. C'est pourquoi il conviendra de rester non exhaustif en ne passant en revue que les plus caractéristiques et essentiels d'entre eux. Il y a tout d'abord les 4 principes fondateurs de l'action humanitaire. L'humanité, l'impartialité, la neutralité et le caractère purement humanitaire de l'aide. Mais ce n'est pas tout. Ces principes ont été étoffés par de multiples codes de conduite, à commencer par celui du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur les opérations de secours en cas de catastrophe, et qui comporte 10 principes parmi lesquels l'interdiction que l'aide soit distribuée afin de servir des motifs religieux ou politiques, ou encore le devoir de transparence des organisations humanitaires envers les bénéficiaires et les donateurs. Le projet Sphère, créé en 1997, constitue également un ensemble de principes et de standards encadrant l'action humanitaire. Il est ici impossible de ne pas mentionner le sacro-saint principe du do no harm, que l'on peut traduire par ne pas porter préjudice, et qui impose que toute action humanitaire ne devienne pas la source de nouveaux problèmes à l'encontre de la population. Mais aussi nombreux soient-ils, ces principes n'ont qu'une seule finalité, assurer une assistance de qualité envers les bénéficiaires, tout en restant redevables à leur égard ainsi qu'à tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans cette mise en œuvre. Et ces acteurs, croyez-moi, ils sont nombreux. Les acteurs humanitaires. Et oui, l'humanitaire, c'est aussi une multitude d'acteurs en interaction permanente. Tout d'abord, ce sont les États qui ont la responsabilité première de mettre en œuvre des opérations de secours et d'assistance envers les populations vulnérables. On parle de protection civile et celle-ci est opérationnelle en prévention, mais aussi en réaction en cas de survenance d'une catastrophe. Dans certains cas, cela marche très bien, comme lors du séisme qui a touché le Japon en 2011. Mais dans d'autres situations, l'État n'a pas d'autre choix que de recourir au soutien d'organisations non gouvernementales, les ONG. Ces ONG et autres associations agissent sans but lucratif et indépendamment des États en termes de stratégie de mise en œuvre de leur action. Elles déploient du personnel international et ou national afin de mettre en œuvre des projets d'assistance directement sur le terrain. Certaines se concentrent sur des thématiques très ciblées, seulement l'aide alimentaire ou seulement la fourniture de soins par exemple, mais d'autres en revanche sont en mesure de fournir toute une gamme d'aides. On parle alors d'ONG multisectorielles puisqu'elles agissent dans plusieurs secteurs d'assistance. Une ONG peut mettre en œuvre des projets à partir de fonds propres, mais elle peut aussi obtenir des financements de la part de donateurs. Il peut s'agir de fonds privés, si ce sont des dons d'une fondation ou d'une entreprise, ou de fonds publics. Si les fonds sont publics, c'est qu'ils proviennent d'un État. En France par exemple, c'est le centre de crise du ministère des Affaires étrangères qui fait figure de donateur régulier pour l'assistance humanitaire d'urgence. À l'échelle interétatique, la Commission européenne, au travers de son département dédié à l'aide humanitaire désigné sous l'acronyme ECHO, représente l'un des plus grands donateurs de l'aide humanitaire dans le monde. L'ONU fait également figure de donateur, en termes de fonds, mais aussi en nature. Par exemple,
L'UNICEF peut se charger de fournir les ONG en matériel d'hygiène, le Programme alimentaire mondial en denrées alimentaires et la FAO en semences et matériel agricole. Enfin, il est possible de citer le public comme acteur de l'action humanitaire. Oui, le public et les personnes comme vous peuvent influencer l'aide humanitaire. D'abord au travers des dons qu'il est possible d'effectuer auprès des organisations de votre choix. C'est d'ailleurs cela qui permet aux associations d'avoir une certaine indépendance financière et d'agir au plus vite auprès des populations vulnérables lors des premiers soubresauts d'une crise. Autrement, cette réactivité se retrouve plombée par la nécessité d'attendre le déblocage des fonds publics, ce qui peut parfois prendre plusieurs semaines, et cette attente peut coûter la vie à beaucoup de personnes sur place. Mais le public est également un acteur humanitaire au travers de l'intérêt qu'il porte à cette thématique, car c'est l'opinion publique qui permet aussi de faire sortir certaines crises oubliées de leur silence assourdissant et d'inciter les influenceurs politiques notamment d'agir au plus vite. À ce titre, n'attendez pas que l'information vienne à vous, allez la chercher. Si vous souhaitez être informé sur une crise en particulier ou sur la réponse humanitaire apportée par les organisations sur place, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux ou à vous rendre sur leurs sites internet respectifs. Chacune d'entre elles publie très régulièrement du contenu d'information et cela reste la meilleure façon de suivre au plus près la mise en œuvre de leurs projets. Piou! Résumer ce qu'est l'humanitaire en quelques minutes n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais prendre le temps de le faire démontre bien qu'il est impossible de résumer ça à quelques bonnes intentions. C'est aussi pour cette raison que l'humanitaire est un domaine hautement professionnalisé et qui nécessite l'implication de personnes spécialement formées à cette fin. Les prochaines vidéos à apparaître seront l'occasion de poursuivre progressivement l'analyse du monde humanitaire, toujours dans le seul et unique but de promouvoir et démystifier ce qui compose le monde de la solidarité internationale. Si ce sujet vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un pouce bleu solidaire en guise d'encouragement. Et que vous ayez de l'expérience ou non dans l'humanitaire, ou si vous rêvez tout simplement de rejoindre ce mouvement, faites-moi part de vos réactions en laissant un commentaire au bas de cette vidéo. Merci, et à très vite sur Carnet de bord humanitaire.